revue-majulie.com pour le volume 11. Ce mois-ci, j'ai l'honneur et vraiment un très grand privilège de m'entretenir avec Marcel Deboeuf, qui est multi-polyvalent au niveau de ses dons. Enchanté, Marcel, merci de nous recevoir. Oui, merci à toi de me passer en entrevue. Bien, c'est très généreux d'avoir accepté. Marcel, c'est très difficile de faire un portrait global de tout parce que, dans le fond, tu te réalises continuellement à chaque journée. C'est ça, la plus grande passion qui t'anime. Qu'est-ce que je peux faire pour développer mes talents? C'est vraiment la caractéristique d'un travailleur de lumière. On peut-tu commencer avec le début de ton histoire? Oui, je te suis. De Lévis? Oui, exactement. Moi, je suis natif de Lévis. Je suis venu au monde à Lévis le 15 juillet 1954. Donc, en ce moment, j'ai 64 ans. Bientôt 65, c'est incroyable. Et puis, j'ai passé mon enfance à Lévis jusqu'à l'âge de 14 ans, parce que mon papa a été transféré en 1977, il travaillait pour les chemins de fer, pour le CN, comme on appelait, le Canadien national, et il a été transféré à Montréal. Et il s'est acheté une maison à Laval-des-Rapides, à Laval. Alors donc, mon adolescence, je suis parti donc vers la fin de ma 7e année, à cette époque-là, il y avait encore les 7e années, et puis on s'est emmené à Laval-des-Rapides. Moi, je garde de très beaux souvenirs de mon enfance à Lévis. Très, très beaux souvenirs. On habitait sur la rue Fraser à Lévis. La rue Fraser, c'est la rue qui longe la falaise. Si on prend la traverse entre Québec et Lévis, vous remarquerez que du côté de Lévis, il y a une espèce d'escalier rouge qui longe la falaise. En fait, je restais en haut de ça. Wow! Et mon enfance, c'est un vieux quartier, la rue Fraser, beaucoup de maisons des années fin 1800, début 1900. Donc, l'architecture, tout ça, puis tu avais là, t'as le fleuve, mon terrain de jeu, là, parce que mon décor, c'était la ville de Québec, là, le château Frontenac, l'île d'Orléans dans ce coin-là. Écoute, moi, l'été, là, j'étais tout le temps dehors, tout le temps, même l'hiver aussi. J'étais tout le temps dehors. On avait une espèce de côte pour aller à l'escalier rouge, puis je faisais du traîneau là-dedans, mais écoute, puis l'été, je faisais d'abord du tricycle, après ça du bicycle, puis c'est vraiment une belle enfance que j'ai eue. Grande famille, tes parents? J'ai 3 frères, donc on est 4. Mon papa, eux autres, ils étaient 9 chez lui. Puis ma mère, ils étaient 2. Ouais. Donc, pas nécessairement papa, oui, c'est une plus grosse famille. Du côté de maman, c'est une moins grosse famille. Et puis, leurs parents, eux, venaient de très grosses familles, comme les familles des années 20, des années 30 au Québec. Puis là, on grandit, on décide de faire des études. Moi, tu sais, quand j'ai fait beaucoup de petits jobs, comme tu dis, là, étudiants, à partir de l'âge de 14 ans. Quand je suis arrivé à Laval-des-Rapides, tout de suite, j'ai travaillé dans un restaurant comme plongeur, parce que j'avais à cœur de vouloir un peu aider mes parents. Pas que mon père n'arrivait pas, mais j'avais à cœur de prendre mes affaires en main, tout ça. J'ai toujours eu ça dans moi. Puis, alors j'ai fait 1000 patentes. J'ai travaillé chez Eaton au département des sports. J'ai travaillé pour un horticulteur. J'ai travaillé pour M. Gendron, qui était le nettoyeur des expos. Alors j'ai travaillé pour lui. Il y a un été, j'ai travaillé sur la traque, comme on l'appelait, pour le chemin de fer. Mon père avait réussi à m'avoir un petit job sur la traque. J'ai travaillé comme facteur. J'étais facteur un été. J'ai travaillé à Saint-Jean-de-Dieu comme infirmier remplaçant. Wow. Ah oui, j'ai fait pas mal d'affaires. Et puis, à travers tout ça, dans ma jeunesse, je ne savais pas être comédien, pour moi, j'étais quelqu'un de très timide. Avec ma petite gang, s'il y a des gens qui m'ont connu adolescent, ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu dis là, t'es timide? » C'est sûr qu'avec ma petite gang, je ne l'étais pas. Mais en dehors de ma gang, croyez-moi, j'étais très timide. Alors moi, prendre la parole, m'exprimer, tout ça, c'était pas quelque chose qui était dans moi. Et puis, mais il fallait bien qu'à un moment donné, je décide ce que j'allais faire dans la vie. Puis donc, un jour, je dis, tiens, je vais devenir journaliste. Puis quel genre de journalisme, je ne savais pas trop. Donc, je me suis inscrit en 1972 en lettres au Cégep Lénine-Groulx à Sainte-Thérèse. Et là, à partir de là, en 72, il laissait aux étudiants le soin de faire leurs propres horaires. Fait qu'on était dans le gymnase à 8 h le matin, j'avais une feuille dans mes mains, il fallait choisir des cours qui étaient assez émus. Je choisissais un peu 4 cours, j'ai réussi à me faire un heure qui a du bon sens. Dernier cours qui entre dans mon horaire, c'est un cours de théâtre d'improvisation. Ah oui? Donné par une comédienne qui s'appelle Sophie Clément. OK. Et là, Sophie, après un mois de cours, elle m'a gardé après la classe. Elle m'a dit, toi, tu devrais devenir un comédien, tu as le talent pour faire ça. Wow. C'est vraiment ça qui a été mon déclencheur. Et donc, j'ai passé mes auditions pour entrer à l'École nationale de théâtre.
C'est Gaëtan Labrèche, le père de Marc, qui m'a aidé à préparer mes auditions. Oui. Puis j'ai été accepté à l'École nationale de théâtre. J'avais été accepté à Sainte-Thérèse aussi, mais comme je venais de faire 2 années à Sainte-Thérèse en lettres, puis si je voulais vraiment savoir si c'était pour moi, c'est le métier de comédien. Puis je suis sorti de ma gang, puis je suis allé faire du théâtre. Puis, je ne l'ai pas regretté. J'ai adoré mes 3 années d'école de théâtre. Pour moi, c'était vraiment... c'est comme si je suis venu au monde dans ma personnalité à moi. Je suis venu au monde là, à l'École nationale. Ouais. Tu t'es gradué en 1977? Oui, en 77. Puis assez rapidement, j'ai eu du travail. Oui. Durant l'été 77, non, mais j'avais conservé mon emploi d'étudiant. Je travaillais toujours pour M. Gendron. Je ramassais le linchal, les joueurs de baseball, les expos. Oui, c'est quand même quelque chose. Oui, oui. Et puis après ça, durant l'été, il y a un de mes chums qui m'appelle, qui me dit « Hey Marcel, il y a des auditions pour une troupe de théâtre pour enfants au Centre national des arts à Ottawa. » Il cherchait 5 comédiens, puis je te verrais dans ça, puis tout. Alors, j'ai passé l'audition, je l'ai eu. En français? En français. Puis j'ai joué ça pendant... On a fait, il me semble, une tournée après 6 mois. Puis c'est ça. Et j'ai joué ça, puis après ça, en français, pas en anglais aussi. On jouait en anglais aussi. Ouais. Et là, tout de suite, très rapidement, grâce à ça, je suis devenu membre de l'Union des artistes. Et ça s'est enchaîné. Après ça, la vie s'est enchaînée. Il y avait, quand je suis revenu de cette tournée-là, à l'été 78, il y a quelqu'un qui me parle de la Ligue nationale d'improvisation. Oui. Et là, un jeu, entre autres, pensé par Robert Gravel, puis Yvan Ponton, puis Nommé Leduc aussi, puis ça. Fait que là, je fais, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? On me dit, c'est 2 équipes qui s'affrontent, 3 gars, 3 filles un bord, 3 gars, 3 filles l'autre bord, puis il y a 2 arbitres, dont Yvan Ponton. Puis là, ils vont dire un thème, mettons que c'est la pleine lune. Puis là, il faut que tu improvises pendant 5, 10, 20 minutes. Puis c'est le public qui vote pour savoir laquelle des 2 équipes est la meilleure. Moi, j'ai fait que ça, cette affaire de fou-là. Mais j'en avais fait de l'impro à l'école, ça, puis ça m'intéressait, tu sais. Fait que je suis allé rencontrer, puis là, il y avait Roger Blais, un comédien qui malheureusement est décédé, mais Roger était coach d'une équipe, puis il me prend dans son équipe. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer à la LNI. J'ai été à la LNI, j'ai fait presque 20 ans d'impro. Bon, là, il est très humble. Il a gagné le meilleur improvisateur en 1980 quand même. Ça, c'est quelque chose qui, quand on est timide, là, on arrive totalement à prendre sa place. Ouais. Ça fait quoi d'avoir une récompense comme ça parmi l'élite? Parce qu'il y avait des grandes pointures, là, pour jouer contre... Ah non, c'était... Moi, ça a été... mettons que l'École nationale de théâtre, j'ai appris à me connaître. Mais la Ligue nationale d'improvisation, c'est là que j'ai appris un peu mon métier, en tout cas du moins, à me faire confiance. Parce que c'est une des choses importantes dans ce métier-là, c'est avoir confiance en soi. La confiance, c'est pas facile, non, c'est pas facile. La confiance, ça peut être une denrée assez rare, tu sais, quoi. Et puis moi, j'étais quelqu'un de timide parce que je manquais de cette confiance-là en moi, tu sais. Et puis, ce que Sophie Clément m'avait fait remarquer quand j'avais pris le cours de théâtre d'improvisation, c'est qu'elle me disait, quand tu joues un personnage, comment se fait que ta timidité s'en va? Quand tu nous fais rire de ça, tout à coup, tu n'es plus timide. Et que quand ça c'est terminé, tu retombes, tu replonges. Mais c'est une question d'estime de soi. T'sais. Puis pas parce que ça venait pas de mes parents. C'est pas mes parents qui ont eu une incidence sur mon manque d'estime. C'était moi avec moi-même. Et tout à coup, ça a été un déclencheur, ça a fait clac. Et puis, je me suis retrouvé, entre autres, donc en 78, à faire la Ligue d'improvisation. Puis, c'était dans un petit théâtre. C'était à la Maison Beaujeu. Ça, c'était un restaurant, puis c'était dans le Vieux-Montréal, puis c'était au 2e étage. Écoute, s'il y avait 90 places, c'était beau, là, tu sais. Puis tout le monde s'installait autour. Et qui venait voir ça au début? C'était des réalisateurs, beaucoup, puis des metteurs en scène, qui venaient nous voir jouer. Et c'est comme ça, moi, que j'ai eu mes premiers jobs à la télévision, grâce à ça. Parce que quelqu'un était venu me voir, puis m'a engagé après. Vous le trouvez drôle? Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis ça fait 42 ans que je fais
mon petit bonhomme de chemin dans ce métier-là. Là, je vous fais une piste, là, OK, sur le site de l'agence de Marcel. Il y a 6 pages de curriculum vitae avec tout, ben, en tout cas, presque toutes ces apparitions, mais c'est partout, hein, télévision, théâtre, même au niveau de l'humour, dans les parlementaires en 2010. Ouais. Comment qu'on retourne dans l'humour quand on a fait une bifurcation plus au niveau... Bien, il n'y a pas, tu sais, c'est pas une frontière où, mettons, là, que ça va être dur à retourner pendant tout. C'est fluide. C'est d'être capable de se promener à l'intérieur de ces choses-là. Tu sais, autant dans l'humour que dans le dramatique. C'est vraiment Moi, tu sais, en forêt, on parle de biodiversité, tu sais. Ça m'a fait au niveau du jeu, tu sais. Bien, pas juste du jeu, mais de Marcel tout entier. Oui. Tu sais, moi, je suis venu au monde, là, je pense, pour expérimenter plein d'affaires, puis vivre toutes sortes d'émotions. Des fois, je vis des douleurs, des fois, je vis des moments moins de fun dans ma vie, des fois, je vis des moments de grand bonheur. C'est comme n'importe qui, hein, comme le monde qui nous regarde, tu sais. Il y a de tout dans ma vie. Puis le métier de comédien, il n'y a pas juste ça dans la vie. La vie, ce n'est pas que ça. Mais j'aime bien en faire partie de ce métier-là, tu sais. Mais il y a d'autres choses aussi. Là, tu as ouvert une porte avec les émotions. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions. Comment, toi, tu les gères? Ça, c'est un apprentissage. Ça, c'est toute une vie, hein, apprendre à gérer ses émotions. Probablement que j'arrive à bien le faire. Puis c'est sans vantardise, là. Il y a des moments où mes émotions, des fois, là, j'ai de la misère, puis là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, mais probablement que j'arrive à bien le faire parce que j'ai joué différents types de personnages, avec différentes émotions. Puis là, j'avais à aller chercher dans moi la tristesse, la joie, etc. Dans des journées, mettons que j'ai un personnage, mon personnage est de bonne humeur. Il vient de m'arriver quelque chose dans la vie privée où c'est pas le fun. Mais j'ai à jouer le bonheur. Il faut que j'aille puiser dans moi. Il est où le bonheur dans moi, là? Et là, tu fais, OK. Ça te permet de relativiser les choses aussi, de prendre une certaine distance avec les choses. Pas de me couper, pas de devenir insensible ou indifférent quoi que ce soit, parce que moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les humains, pour mes semblables. Mais des fois, c'est d'être capable de prendre une distance avec toi-même sur tes émotions. De dire, OK, là, je vais relativiser ce qui m'arrive, ou je vais prendre le temps de bien peser le pour et le contre de ce qui vient de m'arriver. Je pense que c'est comme ça. Parce que les hommes ont beaucoup de difficultés aussi à verbaliser l'émotion quand on est acteur. Est-ce qu'on arrive à pouvoir le sortir facilement? Parce que habituellement, ça vient de la plume des auteurs. Mais... Oui. Mais il faut être capable aussi d'aller chercher les émotions dans soi, tout ça. Oui, c'est vrai que les hommes, mais c'est drôle, j'ai l'impression que de plus en plus, les hommes prennent leur place émotivement. Il me semble, en tout cas autour de moi, il y a de moins en moins de honte à pleurer ou à demander de l'aide. Tu sais, c'est moins, tu sais, on fait pas ça parce qu'on est des gars, tu sais. Une ouverture. On dirait qu'il y a de moins en moins, en tout cas, dans mon entourage à moi, tu sais, peut-être que je me trompe, là. Je ne sais pas, je ne travaille pas dans le domaine de la construction, tout ça, mais bien que j'ai donné des conférences, puis je donne des conférences à du monde en construction, puis du monde sensible, il y en a plein. Ça, c'est intéressant le volet que tu ouvres parce que tu as 3 conférences qui roulent, en tout cas sur ton site web. Comment tu es arrivé justement à dire, bon, là, j'ai un message, puis là, je l'assume, on va de l'avant avec? OK. Bon, moi, premièrement, c'est arrivé, c'est le hasard. C'est le hasard, on pourrait parler de ça. Oui, parce qu'il y a une conférence sur le hasard. Sur ça, exactement. C'est d'ailleurs pour ça que ma conférence sur le hasard est arrivée à un moment donné dans ma vie, parce que je questionne beaucoup sur le hasard. Ça, puis surtout sur les conséquences. Tu sais, si quelqu'un me dit Marcel, le hasard, c'est le bon Dieu qui fait ça, je n'ai aucun problème avec ça. Si quelqu'un me dit Marcel, le hasard, c'est rien du hasard, j'ai pas de problème avec ça, tu sais. Mais c'est malgré tout ça, dans des rencontres de hasard, des événements, les conséquences de ça, qui peuvent être positives ou négatives, on fait quoi avec ça? Oui. T'sais? Et donc, est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'être humain, avoir une incidence sur le hasard? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est à travers nos pensées, à travers la façon dont on pense. Parce que ce qu'il y a entre toi et moi, là, ça, là, tout ça, là, c'est vivant, ça.
On a l'impression que c'est le vide, là, mais c'est vivant. Ce qu'il y a entre nous autres et les planètes, c'est vivant aussi. Ce vide-là est vivant. Ça communique une énergie. Alors, toutes les pensées qui sont émises, moi je suis convaincu de ça, ça se transmet extrêmement rapidement. Tu sais, des fois le monde dit « Hey, j'avais pensé à telle affaire, moi je viens d'apprendre qu'à telle place, ça s'est fait. » Les pensées voyagent. Ouais. Okay? Quand on émet des pensées positives, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, et ce qu'on pense. Il faut faire très attention à tout ça. Et ce qu'on fait aussi. Oui, exactement. Donc, à travers tout ça, donc, tu sais, souvent, je me disais, en improvisation, des fois, j'avais des improvisations à faire de 10-12 minutes seul. Là, tu fais, waouh, j'étais capable de le faire. Bon. Un jour, en 2000, je passe à l'émission de Michel Jasmin. Puis après l'émission, il y a quelqu'un qui m'appelle, M. Leboeuf, on aimerait ça vous rencontrer. Devriez devenir un conférencier. Je fais, voyons, ma carrière n'est pas finie. Tu sais, tu as l'impression que tu fais des conférences parce qu'il y a quelque chose qui est fini, pas pantoute. Puis là, j'ai dit à ces gens-là, qu'est-ce que vous voyez de moi que moi je ne vois pas? Tu sais. Et on dit, Marcel, à la télévision, tu as parlé de travail d'équipe, tu as parlé de service à la clientèle, tu parles de l'importance de la famille, l'importance des parents, des grands-parents, l'importance de la parole. Mais surtout, Marcel, tu parles de tout ça avec passion. Fait qu'on dit, on aimerait ça que tu te promènes, tu parlé de la passion, parce que la façon dont tu vois ça, c'est extrêmement motivant. Et boy, devenir motivateur. J'avais jamais pensé à ça. Alors, j'ai écrit quelque chose, bon, puis j'aurais présenté ça. Et les premières conférences, j'étais la première partie de Bernard Voyer, l'alpiniste. Oui. Alors, j'étais sa première partie, puis c'était bien correct, il fallait que je fasse 1 heure, bon. Mais après avoir fait 1 heure, je sentais que j'avais encore du jeu un peu. Et un jour, ben, très rapidement, je me suis retrouvé seul à faire des conférences aussi, comme Bernard a fait tout seul aussi. Et puis, écoute, j'ai pris un grand plaisir à ça. Les conférences donnent un sens à ma vie. Pourquoi? Parce que, apparemment, que par les mots que j'utilise des fois dans mes conférences, je fais du bien du monde. Bien, c'est de l'enseignement, c'est le transfert de sagesse, c'est de l'ouverture de conscience. C'est des outils que les gens viennent chercher pour leur bien-être, l'amélioration. Tu sais, déjà, de savoir qu'on est mieux. Mais moi, tu sais, puis moi, quand je commence mes conférences, je me sens très clair. Moi, je dis aux gens, je ne détiens pas la vérité. Okay? Moi, je détiens une vérité qui est la mienne. Puis ma vérité, des fois, elle fluctue avec l'âge. En vieillissant, des fois, ce que je pensais être une chose à 20 ans, tout à coup, hop, c'est plus tout à fait la même affaire. Tu sais. Mais, par contre, dans mes conférences, ce que je fais, c'est que je parle avec mon cœur. C'est là que ça se passe. Ouais. Puis la seule chose que je demande aux gens dans la salle, c'est de recevoir ça avec leur cœur. C'est le seul travail qu'il y a à faire. Bon, Marcel, là, je suis certaine que tu n'as pas appris ta conférence comme un texte de théâtre. Non. Tu te laisses quand même de la place à être dans ton moment présent puis suivre le mouvement. Oui. As-tu l'impression des fois que tu canalises l'énergie qui vient de plus haut que juste toi? Je sais pas, est-ce que tu penses que ça vient d'une puissance ou ton âme ou je sais pas? As-tu la connaissance? Comment ça se passe? As-tu l'impression que tu canalises un peu? Oui, bien ça, c'est... Je te dirais que c'est beaucoup dans... Peut-être dans justement dans ce que je te parlais quand toi et moi, dans cette électricité-là, que l'énergie... on va l'appeler, mettons, l'énergie divine. Mettons que l'énergie divine, elle serait dans tout. OK? Puis peut-être que c'est ça qui, tout à coup... moi, avant chaque conférence, je demande à de l'autre côté, parce que je crois qu'il y a un autre côté. Et moi, j'y crois à ça. Puis je ne demande pas aux gens d'embarquer pas là-dedans. Non, c'est ça. C'est mon affaire à moi. Là. Okay? Moi, je suis quelqu'un de croyant, mais j'ai ma croyance à moi. Okay? Je pense qu'il y a une énergie divine. Pas je pense, je suis convaincu de ça, mais c'est moi, avec moi-même. Puis moi, souvent, ce que je dis au monde, si ce que je te dis, si ce que je crois ne te fait pas de mal à toi, mais toi, tu ne crois pas, mais ça ne te fait pas de mal. Peut-être pas ma balloune. Si moi, je crois, si moi, je crois que ça me fait du bien, laisse-moi ça. Tu sais. Alors donc, oui, des fois, je ne vais pas charrier le monde avec ça, mais il y a des moments, je me mets tout le temps dans un état en commençant à dire, faites-moi dire les meilleures choses pour le monde qu'il y en a devant moi. C'est très généreux, déjà. Il faut que je puisse aider. Moi, je veux aider. Alors, par la parole, qui est-ce que je vais être? Dans quel cœur je vais rentrer ce matin, ce midi ou ce soir? Ou en ce moment même avec vous autres? Dans quel cœur que je rentre? Là, puis, c'est à partir de ça. Et donc, en se mettant dans cet état-là, curieusement, c'est comme si je n'étais pas tout seul. C'est ça. Je
pas de ça. Bien, c'est prouvé, là. Tu as toujours été protégé, tu as toujours réussi ce que tu entreprenais. Moi, quand je regarde tes prestations, tu es solide. Ah ouais. Tu sais, ça n'empêche pas que j'ai eu des épreuves, puis j'ai des épreuves dans la vie. Ça n'empêche pas ça. OK? Des fois, c'est des affaires personnelles, tout ça, moi. Mais ça n'empêche pas ça, tu sais. Mais à travers, c'est parce qu'une épreuve est là aussi pour te faire grandir. Tu sais que c'est quétaine à dire, là. Non. Des fois, il y a du monde qui ont des épreuves, là. Il y en a aussi des solides, là. Mais, en tout cas, c'est sûr que si j'étais un parent d'enfant assassiné, je vais te dire, là, je trouverais ça dur d'entendre ce que je suis en train de dire là. Une épreuve. Comment tu veux te sortir d'une épreuve de même? Mais comment tu veux jouer un personnage qui vit ça? En plus, mais ça se joue. Sauf que à vivre, Ouais, vivre pour vrai. Vous le vivez pas pour vrai quand vous le jouez? Oh, oui, mais en même temps, il y a toujours une petite lampe dans ta tête, une petite lumière allumée qui fait tu es en train de jouer, là. Même vivre pour vrai, là. L'émotion, je la sens, mais écoute, c'est fini, c'est fini. C'est ça. Ah, mais je suis pas dans la journée, là. Non. Non, non, moi, je suis pas ce style d'acteur-là. Qui tremblent dans leur personnage 24 heures sur 24, là. Non, ça me rendra pas malade. Et les enfants, quand ils regardent jouer, là, quand ils jouent des personnages, là, okay, ils s'inventent des histoires, là, ils sont dedans, là. Ils sont dedans dans la seconde. Tu sais, puis ils sortent dans la seconde. C'est bien. Tu sais, moi, là, il n'y a pas. J'en ai joué des personnages tough. Ça m'a affecté sur le moment. Tu fais aïe, aïe, tu sais. Tu vois la face du monde qui taillisse parce que tu as joué un personnage, il faut qu'on taillisse. Puis là, tu as le monde autour de toi, les techniciens qui te parlent plus, là. C'est toujours des là, tu sais. Puis là, tu fais hey, gang, c'est rien qu'un rôle, là. Donc, pour juste revenir aux conférences, c'est ce partage-là. Donc, le fait que j'ai des témoignages de gens qui m'écrivent après, que je rencontre, qui me disent hey, mon chum, tu m'as sauvé la vie. Wow! Ça, là, tu m'as sauvé la vie. Mais tu sais, quand tu expliques les synchronicités, puis comment vivre de ta passion, puis de la nourrir et tout ça, tu te remets dans les règles, là, finalement. Oui, exactement. T'sais. Fait que donc, c'est ça. Moi, je me laisse mener un peu par... je suis comme un petit bateau de papier sur une rivière. Puis des fois, mon petit bateau de papier, il s'accroche dans les branches. Puis tout à coup, il y a une montée d'eau, puis là, il décroche la branche, puis ça lui faisait mal d'être accroché dans la branche. Puis là, puis il est en plein milieu. En même de la rivière, puis là, ça descend, on y va par là, tu sais. C'est comme ça. Tu es très polyvalent. Tantôt, on parlait, justement, du côté comédien artistique, de conférencier, mais il y a plus que ça aussi, parce que c'est un homme d'affaires qui, vraiment, se dévoue, toujours d'un point de vue naturel. Entre autres, tu es propriétaire d'un vignoble. Oui, un petit vignoble. Tu sais, moi, je suis installé au Mont-Saint-Hilaire depuis 2006. Et quand j'ai acheté la maison, derrière chez moi, il y avait un terrain abandonné, puis une maison abandonnée, puis j'apprends que tout ça appartenait au peintre Osias Leduc. Et qu'il y avait peut-être une possibilité que ça soit transformé en condo, tout ça. Puis je trouvais que ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Puis c'est le fun des condos, là, puis ça en prend, tout ça, tu sais, mais il y a des places pour faire ça. Puis au Québec, je trouve qu'on ne prend pas assez de temps de vraiment analyser, tu sais, c'est l'appât du gain. L'appât du gain. C'est l'argent, l'argent. C'est sûr que ça en prend de l'argent. Mais à un moment donné, tu sais, à tout scraper avec du ciment, tout à l'heure, ceux qui vont nous suivre, là, mes enfants, les enfants de mes enfants, là, ça va venir vite, c'est pas loin là. Qu'est-ce qu'on lui laisse, là? On lui laisse des condos? Tu sais? Alors que, regarde, moi j'habite, tu as vu, quand on est entré ici, tu trouvais que la montagne était magnifique, là. La montagne du Mont-Saint-Hilaire, c'est magnifique, tu sais. Alors, le pourtour de la montagne, il faut le protéger aussi. Alors donc, moi, je ne suis pas plus smart qu'un autre. C'est pas pour faire mon smart que je fais ça. Je crois à de l'agriculture en milieu urbain. J'y crois à ça. Alors moi, j'ai acheté, c'est 1 hectare, c'est pas grand, 1 hectare. C'était un petit bout de verger parce qu'Osias Leduc faisait de la pomme. Alors moi, la maison, je l'ai redonnée à la ville pour faire un musée. En fait, il y a un regroupement des musées de Saint-Hilaire. C'était au regroupement que j'ai donné la maison. Et puis, le terrain, pendant 3 ans, j'ai préparé le sol. J'ai planté en mai 2009. J'ai 3250 pieds de vigne. J'ai planté un cépage qui s'appelle Frontenac. Puis j'ai un petit peu aussi de petites perles. Petites perles pour faire un vin rouge. Frontenac, c'est pour faire un vin blanc. Mais comme en ce moment, il y a un moratoire sur un terrain à côté du mien, et les gens qui ont ça voudraient faire des condos à 20 pieds de ma vigne. Alors, ça serait bien plate pour ma vigne. En fait, ça scraperait mon affaire. Mais en attendant, pour ne pas perdre mon jus de raisin, puisque je ne fais pas de vin,
Bien, j'ai rencontré par hasard une dame de Saint-Paul-à-Botsford qui a pour prénom Nathalie, que je salue. Nathalie qui est une spécialiste de la gelée et de la mouture. C'est une Française qui est au Québec depuis, je crois, à peu près 40 ans. Et Nathalie me dit, « Hey, moi, Marcel, tu pourrais faire quelque chose avec ton jus de raisin. » Et là, donc, elle s'est même fait des petits produits. Là, je ne l'ai pas tout apporté parce que... Ouais, on peut prendre le temps d'en montrer. Bon, premièrement, produit de Marcel, ça vient avec un seau de sécurité. Oui. Tu vois ce genre d'étiquette. Alors, j'ai 8 produits différents. Je vous en montre. J'ai une confiture de poire avec épices, pas d'épices. Ça, c'est une gelée de mes 2 cépages ensemble. Après ça, j'ai une gelée de Porto aussi. Une gelée de Porto. J'ai un confit d'oignon. J'ai une gelée pomme et sucre d'érable, parce que j'ai une petite cabane à sucre. Donc, c'est mon sucre d'érable qui est là-dedans. J'ai une gelée de mes 2 cépages avec du sucre d'érable. Et là, j'ai un nouveau produit qui vient d'arriver, qui va être une gelée de piment. Qui est bien bon. Donc, tu vois, pour ne pas perdre donc, ce jus-là, puis pour pouvoir faire fructifier ça, parce que j'y crois à ça, tu sais, j'ai à cœur de vouloir montrer que ça pourrait rapporter autant que de faire des condos. Bon, et là, il y a un legs ici qui provient de son grand-père maternel qui, quand j'imagine, il l'a trépassé, il t'a légué justement du bois, des forêts, avec une mission bien précise en plus. En fait, lui, la mission, c'était d'en prendre soin. C'était ça. Mon grand-papa, lui, avait des terres à bois quand j'étais petit gars. Il m'amenait dans le bois. Il m'apprenait le nom des arbres, le nom des plantes. Moi, j'ai adoré mon grand-père maternel. J'en parle beaucoup de mon grand-père parce que ça a été mon héros. Tout comme mon père, que j'aime beaucoup aussi. Mais mon grand-papa est un peu spécial. Puis le spécial, c'est que quand j'avais 14 ans, mon grand-père, il m'a appris que ma mère, il l'avait adoptée. Alors, j'ai su ça, j'avais 14 ans, que maman avait été adoptée. Mes grands-parents, en 1934, sont allés à la crèche à Québec. Et ils ont adopté maman. Puis c'est le hasard. Ils ont choisi maman parce que les religieuses, ils mettaient tout en fil. Là. Puis là, ils avaient à choisir du bébé à la plus vieille. Ils ont fait, ma mère, elle avait 1 an. Ils ont fait, ça va être elle. Pourquoi est-ce qu'on fait elle? Je ne sais pas. Mais en faisant elle, ça fait que moi, je suis là. Tu comprends? Puis mes enfants sont là grâce à ça. Tu sais. Et donc, grand-papa, moi, je suis le premier arrivé. Dans la famille, on est 4 gars. Mon grand-père, c'est sûr que je suis le premier. Il ne savait pas s'il allait en avoir d'autres. Peux-tu savoir que j'ai été gâté, moi? Puis quand je suis venu au monde, ma mère était malade. Donc, mes grands-parents m'ont gardé longtemps. J'étais un petit bébé naissant, puis ils m'ont gardé. C'est pour ça qu'on a un lien très fort. Et puis, en 1981, un jour, je m'en vais montrer à mes grands-parents ma première auto neuve, mon premier char neuf. C'était quoi? C'était une Rabbit de Volkswagen. Une Bourgogne, non? Était un rouge bien laite. Oui, c'est ça, oui, Oui. Et puis, j'arrive à Tourville, parce que ils habitaient à Tourville, dans le comté d'Illette. Quand tu arrives à Saint-Jean-Port-Joli, tu rentres dans les Appalaches vers Tourville. Et puis, un coup que j'ai montré mon auto, on rentre pour dîner, tout ça, puis mon grand-papa, il s'installe au bout de la table, puis il se met les bras à chaque bord, puis il est très solennel, puis il me dit, il est debout, là. Puis il dit, mon petit-fils, c'est maintenant le temps aujourd'hui, il dit, je te donne toutes mes terres à bois. Wow! Ouais. Fait que mon grand-père m'a donné la chose qu'il aimait le plus dans sa vie, la forêt. Il me l'a donné. Fait que ça a été extraordinaire. C'est un cadeau. Ouais, il m'a donné ça, puis écoute, il est mort 10 ans après. Wow! Oui. Mais ça, c'est un cadeau qui vient avec une mission, hein? Il te donne pas juste pour le fun. Ça, c'est un cadeau d'amour. C'est un cadeau d'amour parce que dans ces années-là, mon grand-père, lui, n'a pas appris à dire à un autre homme, je t'aime. Tu sais, mais son attitude, c'était je t'aime. Dans son attitude, tu sais. Et au-delà du bien matériel, il y a le geste d'amour de m'avoir donné ces terres-là. Okay? Et il m'avait dit, je veux que tu gères cette forêt-là. Il dit, comme moi, je l'ai toujours faite. Puis il dit, à moins d'un cataclysme terrible, ça va tout le temps te procurer un petit revenu. Okay? Et en fait, mon grand-père, il gérait sa forêt comme un jardin. Il se faisait un jardin. Il en laissait des carottes dans le jardin, et il laissait des arbres dans le bois. Et ces arbres-là, que mon grand-père a laissés, ça fait une autre forêt, que moi aussi, maintenant, je peux récolter. Et moi aussi, j'en laisse des arbres pour mes enfants, pour le futur. Parce qu'il faut penser à ça, le futur. Donc, tu gères ça, qui est dans le comité Saint-François d'Estrée, dans les Côtes de l'Est? Ah, ça c'est une autre place. Ça, c'est à Kingsbury. Ça, c'est un autre. C'est les groupements forestiers. Oui. Ça, c'est mon groupement forestier du Val-Saint-François. Ça, c'est pour
ma terre d'un canton de l'Est. Okay. Mais à Tourville, c'est un autre groupement forestier. Alors, tu fais beaucoup de choses à gérer, finalement. Oui, ça fait bien des affaires. Mais là, tu n'as pas d'érablière sur tes terrains que ton non, pas à Tourville. Pas à Tourville. OK, juste dans ton coin. Il y a de l'érable un petit peu, mais pas assez pour en faire une érablière. Mais dans cette région-là, Tourville, Sainte-Perpétue, Saint-Damas, Saint-Pamphile, il y a des Moses de belles érablières, par exemple, dans ces coins-là. Oui. Mais malheureusement, ça fait à grand-papa, il n'y a pas de ça. Fait que là, tu gères ça là-bas? Oui, à Kingsbury, j'ai une petite cabane à sucre. J'ai une maison là, j'habite là. Une petite cabane à sucre qui... pour l'instant, j'ai à peu près 900 entailles. Éventuellement, je pourrais monter ça à quasiment 2000 entailles. Là. Non, mais comment tu fais pour gérer tout ça? Là? Parce que là, les produits ici, le lacting... ça se fait, c'est naturel. C'est des passions. C'est des passions, fait, tu comprends? Je ne suis pas nécessairement tout le temps en train de gérer mes passions, mais je suis tout le temps en train d'y penser, par exemple. Ah oui? Ça occupe ma vie au bout, tu sais. Puis moi, j'adore ça, puis planter des arbres, puis ça. Tu sais, là, je suis à travailler sur une nouvelle web-série qui va commencer bientôt. Ah oui? Sur la forêt. Ah! Oui, une web-série sur la forêt, en collaboration avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu nous prête un terrain qui est complètement, qu'on pense être scrap, sur le bord de la rivière Richelieu, à l'ouest de Saint-Jean. Et nous autres, on repart une forêt à zéro. Oh. Puis on refait une forêt. Wow! Ouais. Et ça va être quasiment en temps réel. Notre web-série, c'est minimum 5 ans, on veut au moins 10 ans la faire. Et on va suivre en temps réel. Puis là, on va parler des plantes de sous-bois, des maladies des arbres, les arbres, qu'est-ce qu'il faut planter, qu'est-ce qu'il ne faut pas planter. Ce qu'il faut planter comment. Tel arbre, ça y a un fruit, ça. C'est quoi le fruit qu'il y a avec ça? Ah ben, les plantes de sous-bois, c'est pareil. Le gingembre, etc. Regarde, on va... C'est sans fin. C'est captivant, tu vois? Oui, très, très, très captivant. Et notre studio de tournage, ça va être cette terre-là. Wow. Puis là, les gens vont pouvoir le suivre. On peut venir me voir sur Marcel Leboeuf 54 sur Instagram ou sinon sur Facebook. Ça. Venez me voir parce qu'il va y avoir le suivi de ça, là, de cette web-série-là, puis qui va prendre sûrement de l'ampleur. En tout cas, écoute, c'est un Moses de beau projet. Non, mais c'est vraiment émouvant de voir comment que ton grand-père doit être tellement fier de toi. Ouais. Tout l'héritage que tu es allé chercher, que tu as transmis, que tu redonnes, que tu redistribues, que tu partages, puis là, tu... Ah, wow! Exactement. Puis moi, il y a à peu près 12 ans, j'ai fondé avec 2 autres gars, Daniel Gagnon, puis Benoît Truax, une fiducie de recherche en foresterie pour les cantons de l'Est. En fait, c'est une fiducie de recherche de la forêt pour la Montérégie et les cantons de l'Est. On fait l'étude des maladies des arbres, on trouve des solutions. Oui. Puis on est basé à Saint-Benoît-du-Lac. Les pères à l'abbaye nous ont hébergés. Puis on est à l'abbaye, tout ça. Puis parce que Benoît Truax, qui est un chercheur en forêt, fait beaucoup de recherches sur les terres des pères. Daniel Gagnon est, entre autres, il y a beaucoup de choses, Daniel, mais il est entre autres un spécialiste des plantes de sous-bois. Alors là, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut, à travers notre fiducie de recherche, on a un gros projet. On aimerait avoir jusqu'à une centaine de propriétaires terriens sur lesquels on plante à chaque année des essences nobles. Noyer cendré, noyer noir, tilleul, cerisier d'automne, chêne rouge, chêne blanc, chêne à gros fruits. Toutes les belles essences qui étaient ici autrefois. Puis qui sont en voie de disparition aussi. Qui sont en voie de disparition. Et nous autres, on veut remettre ça au bout du jour. À partir du fleuve Saint-Laurent jusqu'aux lignes américaines. C'est une affaire de fou. Une affaire, là, c'est capoté notre affaire. Et mon projet de web-série, ça se complète avec ça là-dedans. C'est-à-dire que Daniel et Benoît, comme c'est des spécialistes, des chercheurs, vont faire partie des gens qui vont venir nous nourrir à travers la web-série. Puis on veut, nous autres, la web-série, être un des 100 propriétaires sur lesquels on va planter des arbres. Ça, écoute, c'est une affaire de fou. C'est grandiose. Ça me tente quasiment de revenir faire un petit reportage. Oui, tu pourras venir faire quelque chose. Oui, tu viendras quand on va être dans la plantation et tout. Là, oui, oui. Oh, merci. C'est beau, c'est beau, je vous dis, c'est grandiose. Puis là, ça, c'est rien parce que tout ce legs-là, comme ça, c'est transféré. Ta fille, elle a des bases comme ça. Elle est impliquée dans la centraide, elle est impliquée. Attendez, j'ai tout ça ici, elles sont impliquées. Exploitation du gaz de schiste, Maison Salvador, Habitat for Humanity, Oxfam, c'est comme tu as transmis, tu as transmis, tout un lien que tu as transmis à ta fille. Oui, à ma fille puis à mes 2 petits gars. Mon plus vieux, Emmanuel, qui a 10 ans, il est
très sensible à tout ce qui est environnement, puis mon petit Olivier aussi. Fait que c'est une belle transmission. Je continue, j'ai une courroie de transmission. Je continue de faire ce que mon grand-père a fait, puis ce que son père, lui, a dû faire avec lui aussi, puis son grand-père. Regarde, ça peut être sans fin, cet aspect positif-là. Mais c'est des beaux mouvements, c'est ça qui est exceptionnel. Je suis vraiment un courant de passion qui t'amène à des grandes révolutions. Je te souhaite sincèrement que ça se concrétise, là, puis que ça avance. Tu sais, je suis pas nécessairement... tu sais, moi, j'ai signé le pacte, j'ai signé ça, mais je n'étais pas là. Tu sais, je suis pas dans les gros courants, si tu veux, de monde de mon milieu artistique, là, où je suis pas quelqu'un nécessairement qui s'affiche beaucoup, là, mais je fais un travail underground. Je travaille en dessous. Là. Moi, je suis rendu à peu près, j'ai calculé ça depuis 1981, j'ai 30 000 arbres de plantés. Oh! Wow! Fait que, donc, tu sais, parce que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de routes, puis je me disais, je vais compenser par des arbres. Et puis, tellement que maintenant, j'ai une voiture électrique, entièrement électrique. Donc, je convois ça. C'est sûr que pour la construire, ma voiture électrique, il a fallu qu'il y ait une dépense. On n'est pas encore, c'est pas encore, comme on dit, là, top shape pour dire que tu es vraiment vert à 100%. Mais je fais tellement de routes qu'à la longue, je deviens très vert avec mon auto. Alors, c'est ça. C'est grandiose. Marcel, on a parlé de tes conférences tantôt. Je pense que c'est le temps Il y a plein d'outils qui sont disponibles sur marcel.ca, mais là, je vous en présente deux aujourd'hui. Le premier que tu as écrit, c'est en lien avec ta première conférence. C'est La Passion. C'est ça, La Passion, qui est un petit livre. C'est avec les éditions de La Bagnole à l'époque. Et puis, ça, c'était vraiment, c'était en 2005. Que j'ai sorti ce livre-là. Après ça, j'ai eu un livre sur les hasards et les coïncidences que je n'avais pas avec moi. Là. Qui va avec la deuxième conférence exactement. Sur les synchronicités. Ouais. Ça, c'est le fun, on en reparlera de la synchronicité. Et après ça, j'ai un livre sur les peurs, rencontrer ses peurs. Bon, je vous présente la pochette. C'est tout accessible sur marcel.ca. OK? Ça, c'est coécrit. Ça, c'est aux éditions du Dauphin Blanc. Oui. Et puis, le plus récent, Se tenir debout, l'autre. Lui, c'est ça. Tous mes livres je les ai coécrits, à part La Passion, avec Marie-Lou Bourseau. Celui-là, tu l'as coécrit avec qui? C'est Marie-Lou Bourseau, toujours. Ah, OK. Ça, c'est aux éditions Un Monde Différent, ici. Ouais. Et Marie-Lou, puis moi, ça clique. Le livre sur les hasards et les coïncidences, c'est aussi avec Marie-Lou que je l'ai fait. Ça, rencontrer ses peurs, dans le fond, tu as fait face à des peurs, puis tu as réussi à les traverser, puis c'est un petit peu les secrets que tu transmets. Oui, puis tu sais, une peur, là, c'est des fois, il y a des peurs qui vont... L'important de la peur, c'est qu'il ne faut pas que la peur te scie en deux. Il faut que tu puisses être capable de t'en servir, OK? Puis de faire des bonnes choses avec. La peur peut être une énergie qui vient nourrir la créativité énormément, tu sais, ou te forcer à te donner des coups de pied à bonne place pour aller chercher les choses, tu sais. Et j'ai toujours eu, entre autres, la peur de manquer de travail. Donc, cette peur-là, il ne faut pas qu'elle me gèle, puis que je sois dans le salon chez nous, puis que je ne bouge plus, là, tu sais. Mais il faut qu'elle puisse être un moteur pour... Qu'est-ce que je pourrais faire? Ben là, c'est parce que tu t'es rempli ça à côté, là. Marcel, il a peur de manquer de travail, mais il travaille à côté, là. C'est ça. Fait que, regarde, c'est comme ça que ces choses-là sont venues au monde. C'est génial. Puis se tenir debout, j'imagine, ça a un lien avec ses convictions, puis de s'assumer. Ça, se tenir debout, c'est que quand on a des épreuves dans la vie, quand on a des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, quand il y a des gens qui veulent faire en sorte de te nuire ou quoi que ce soit, comment on fait pour garder le focus sur nos rêves puis les objectifs qu'on s'est fixés dans la vie? Hein? Quand tu es dans une grosse tempête, là, comment tu fais pour rester debout puis te rendre là-bas? C'est ça, c'est Puis si tu n'as pas d'objectif, tu peux pas te tenir debout? Bien, tu peux te tenir debout, mais il y a toujours... Si tu as à te tenir debout, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a une cause. La cause peut être un objectif. Ouais. Alors, ça, c'est vraiment, tu sais, puis j'ai des petites épreuves, j'en ai à ce niveau-là, là. Mais c'est ça. Donc,
Et toujours sans prétention, je le dis bien, là, sans détenir la vérité, mais c'est mes affaires à moi. Il est inconscient, c'est sage, on écoute ça. Là, en parlant d'épreuves, tu as marché Compostelle. Ouais. Celle-là, je pense que c'est l'ultime. Hein? Oui. Compostelle, ça a été l'un des plus beaux cadeaux que je me suis permis, que je me suis fait à moi-même. Parce que moi, quand j'ai marché ça, Compostelle, j'avais 47 ans, et je ne m'étais jamais rencontré vraiment. Moi, j'étais comme un hamster dans la roulette, là, qui travaille, là, puis qui ne réfléchit pas, travaille. Puis à un moment donné, en 2000, hop, tout à coup, le téléphone ne sonne pas pendant un petit bout. Et là, je fais quoi? Panique. Je fais quoi, là, tu sais? Et en fait, c'est la vie qui a fait, mais mon chum, va donc faire ce dont tu parles depuis longtemps, Compostelle. Tu sais. Alors, je me suis retrouvé le 16 juillet 2001 sur le chemin de Compostelle. Et puis, ça a été une révélation pour moi. Ce chemin-là a été... Ça m'a... Je le dis sans charrier, là, ça m'a sauvé la vie. Et je le dis sans pas parce que j'avais des pensées suicidaires ou tout ça, mais j'ai marché Compostelle parce que j'avais pas de travail, puis j'avais une peine d'amour aussi. Puis ça m'a fait du bien de marcher ça. Ça m'a réconcilié avec la vie, ça m'a réconcilié avec moi-même. C'est parce que les grands bouts de Compostelle, tu peux marcher avec du monde. Mais les grands bouts, là, j'étais tout seul. Là, puis moi, jamais que j'étais tout seul vraiment avec moi-même. T'sais. On fait quoi quand tu es tout seul, là? Puis que le restant de la journée, tu vas être tout seul. Là, tu fais quoi? Tu penses à quoi? C'est quoi? T'sais. Fait que j'avais juste à faire marcher. C'est ça, je me suis jasé pas mal. Là, tu as créé 2 livres que je n'ai pas ici, mais qui sont en vente sur marcel.ca. Compostelle, où tu as collaboré au niveau de la France. Puis, non, c'est un DVD, hein? C'est pas un livre, excuse-moi. Puis tu as un autre DVD où là, c'est la partie Espagne. Oui, ça a d'abord été la partie espagnole, avec... puis on me suit moi. Puis après ça, c'est le deuxième, la partie française est venue un peu après. Arrivé en 2010. Mais là, tu as tout marché Compostelle? Oui, je l'ai tout fait. Je suis parti du Puy-en-Velay, en France. OK. J'ai fait en 3 mois différents. Un mois en 2001, un mois en 2003, un mois en 2005. On peut le faire comme on veut, Compostelle. Ben oui. C'est un chemin de liberté. Il n'y a personne qui va dire « Hey, tu n'as pas fait le vrai chemin. » Tout le monde fait son chemin. T'sais. À partir du moment que tu sors de chez toi pour aller marcher Compostelle, ça devient un chemin. T'sais. Peu importe par où tu passes. Alors moi, c'est ça. Je l'ai fait en 3 étapes. Et puis, écoute, alors les leçons du chemin, vivre le moment présent. L'importance de vivre le moment présent. Moi, j'étais tout le temps en train de me dire, je vais te savoir de la job demain, je vais te savoir de la job demain. À force d'être demain, tu n'es jamais maintenant. Un jour, tu vas mourir, tu ne sauras même pas que tu es mort. Après ça, puis l'autre affaire, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Par rapport à ma peine d'amour, par rapport au manque de travail. Lâcher-prise. En lâchant prise, c'est que tu vas te mettre en situation que les choses vont arriver. Tant que tu bogues, tant que tu restes couché dans le salon chez vous en petite boule à broyer sur ton sort, il ne se passe rien. Si quelqu'un t'a fait les pires vacheries, l'idée, c'est pas de rester en petite boule à broyer, puis à y en vouloir, puis autant les hommes que les femmes. Si c'est ton chum qui t'a fait des vacheries, relève-toi et puis continue de marcher. Même si c'est tough. Puis pardonne. Ça, le pardon, c'est l'affaire la plus importante chez l'être humain. Bien, ça pourrait être peut-être ton prochain sujet de conférence, parce que le pardon, à cause des religions, ça s'est écorché pas mal. C'est pas très clair comment pardonner. Mais pardonner, premièrement, il faut commencer à être capable de se pardonner à soi-même, de ne pas être capable de pardonner. C'est déjà le premier processus. Mais le pardon, c'est l'affaire la plus importante. Mais puis des fois, le pardon, de toi, de pardonner, mais de demander à l'autre, sans lui demander même directement, de te pardonner de ce que tu lui as fait. Des fois, on n'est pas obligé de le faire nécessairement à la personne elle-même. Tu sais. Moi, la peine d'amour que j'avais, la personne m'a fait beaucoup de peine, mais je lui ai pardonné. Tu sais. Mais j'ai pu y faire aussi de la peine. Mais dans l'univers, j'ai lancé que j'y pardonnais, puis que je demandais qu'elle me pardonne aussi. Tu sais. Donc ça, c'est bien... c'est des démarches importantes à faire. Il faut le faire de notre vivant. Là, tu sais. Oui. Ouais, c'est d'actualité. Hein? Oui. Tu sais, dire à quelqu'un que je t'aime aussi. Tu sais, on ne se le dit pas assez qu'on s'aime. Faut le faire. Si ça fait longtemps que quelqu'un que vous n'avez pas parlé, que vous n'avez pas vu, puis que vous vous ennuyez ou que tu ne comprends pas que la personne ne t'appelle plus ou quoi que ce soit, juste envoyer un message, dire « Hey, sais-tu quoi? Je pense à toi pour te dire que je t'aime. » Il faut se le dire, ça. Moi, à mes petits gars, là, à ma fille Laurence, à chaque fois qu'on se parle, on se dit qu'on s'aime. À tous les jours, mes gars, je leur dis que je les aime. Tous les jours.
Ouais, en tout cas, je veux revenir sur ta fille Laurence. Elle est tombée, elle a choisi son père, sa mère, dans le milieu artistique. Elle a plongé dedans, puis là, c'est allé loin. Là, elle a même tourné avec Donald Sutherland. Ouais. Ça fait quoi, en tant que papa, de voir Moi, je suis très fier d'elle. Je suis très fier parce que Laurence, premièrement, elle travaille beaucoup en anglais. Parce qu'elle a appris l'anglais très jeune pour se démarquer de ses parents. Parce que Diane puis moi, on ne travaille pas en anglais. T'sais. Or, Laurence, ça lui permettait de pas nécessairement être tout le temps associée à ses parents. T'sais. Elle a tellement de belle carrière maintenant que c'est plus moi qui est associé à elle que à moi, tu comprends? Ben oui. Laurence a une magnifique carrière. Tout ça. Fait que moi, je suis fier d'elle. Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est que nos enfants soient meilleurs que nous autres. T'sais? Moi, je suis pas... Quelqu'un l'autre jour, j'ai croisé, il me dit ça te dérange-tu que ta fille a travaillé plus que toi, là? Pas en tout. Ben, moi, au contraire. Tu t'es occupé. Non, je suis occupé, mais je veux qu'elle travaille bien plus que moi. Et en plus, elle est bonne, bien belle comme un cœur. Let's go, envoie, paye sur le gaz, puis envoie. Mais ça doit être le fun là, de savoir, papa, j'ai telle décision, comment tu vois ça, comment tu vis ça. Tu as toute la sagesse qui l'accompagne aussi. Ouais. C'est plus facile, tu sais, elle part avec des bonnes bases. Oui, mais en même temps, moi, je ne veux pas interférer dans ces affaires. Il faut que les décisions viennent d'elle. Si elle me demande un conseil, alors là, par exemple, je peux lui dire ce que moi j'en pense. Mais la décision finale, c'est elle. T'sais, que ce soit dans ses amours ou que ce soit au travail. T'sais. Des fois, comme parents, on serait porté à intervenir, à dire « Hey, mais non, c'est sa vie. » Y a-t-il une différence entre ta fille qui a 33 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas, puis tes garçons qui ont 10 ans? Y a-t-il une évolution dans la paternité? Oui, bien, premièrement, il y a une évolution dans les choses techniques. Tout ce qui est poussette, etc. Les équipements, ne serait-ce que les caméras que tu mets dans la chambre, puis que toi, ben, caméra témoin de ça. Hey, depuis Laurence est venue au monde en 85 versus quand Manu est venu au monde en 2008. Méchante différence, tu sais. Mais au-delà de ça, humainement parlant, j'étais plus groundé pour mes gars que pour Laurence, dans le sens que j'étais moins nerveux. J'étais moins nerveux, je savais plus quoi faire, tu sais. Laurence, je savais pas si j'allais être un bon papa, moi, tu sais. C'était plus là ma nervosité, tu sais. Mais en même temps, l'enfant vient au monde, puis let's go, là, tu te poses plus de questions. C'est là, quand c'est la fin, c'est la fin. Puis quand c'est le temps de changer les couches, c'est le temps de changer les couches. Fait que tu es dans le processus que ça roule. Fait que tu te poses pas trop de questions. Après ça, ben, là, ça se met à parler, ces petites affaires-là. Puis là, en plus, des fois, ça te confronte. Fait que là, ça, c'est le fun. C'est tout ça, tout l'excitant de ça. Est-ce que quand la paternité, quand c'est à un âge avancé, parce que c'est sûr, t'es pas le seul homme à avoir vécu ça, là. Y a-t-il une différence d'avoir ses enfants tôt ou les avoir plus tard, à part la nervosité? Bien, la différence, c'est juste quand tu croises du monde, ils font « Ah, vous êtes avec vos petits-enfants! Okay. » Non, non, madame, c'est mes enfants. Moi, le dimanche soir, ils partent pas, ils restent à la maison. C'est ça. Oui, non, c'est juste ça, là. Il n'y a pas... tu sais, mais ça m'oblige à rester en forme. Parce que moi, quand tu vas avoir 20 ans, là, dans Emmanuel, il y a 10 ans, là. Dans 10 ans, je vais en avoir 74. Là. Bon, ben, papa, il faut qu'il soit encore en forme, là. Tu comprends-tu? Moi, je veux les voir être en amour, je veux les voir même avoir des enfants. J'ai de l'espoir un peu, parce que malheureusement, ma petite maman est morte en 2011, à 77 ans, d'un AVC foudroyant. Mais mon père est encore vivant. Mon père va avoir 94 ans. Oh. Yes. Puis mon père, il y a à peu près 8 mois de ça, il s'est acheté un char neuf. Ouais. Puis le vendeur, il a dit, Monsieur Leboeuf, je vous mets ça sur 7 ans. Il a dit, t'es-tu malade, m'en avoir 100? Il dit, non, t'as payé tout de suite. Puis il est parti avec son char. Et là, il a changé, il a pris un plus petit char. Fait qu'il fait moins des longues distances, puis ouais, il va faire ses commissions avec le jour, tout ça, tu sais. Mais quand même, les gènes de ce côté-là, c'est, tu sais, fait que moi, je vais vivre jusqu'à 94 ans comme mon père. Mais en tout cas, tu ne sens pas la retraite, mais pas du tout. Ah non, mais le mot retraite pour moi n'existera jamais. Non. C'est impossible. Pas avec des jeunes enfants. Mais non, c'est impossible. Je ne connaîtrai jamais la retraite. Puis pas dans le métier que je fais. Moi, dans le métier que je fais, tant que tu as la santé, il y a des rôles pour tout le monde. Oui, c'est ça, exact. Fait que, non, c'est comme... Bon, en parlant de ton métier que tu fais, là, tes plus gros wow que tu as vécu, parce que tu as eu des prix aussi, là, je peux les dire tantôt, mais tu peux les dire tout de suite aussi. Ouais. Non, mais regarde, un de mes gros wow, c'est sûr que le film que j'ai fait avec Denis Bouchard et André Melançon, un film qui s'appelle Rafale, qu'on a tourné dans les années 90 et 90,
dans lequel il y avait Guy Tauvette, Claude Blanchard, qui était avec nous autres, Monique Spaziani qui jouait dans le film aussi, tout ça. Ça, pour moi, c'était vraiment... Parce que là, tout à coup, depuis 1977, je faisais beaucoup de rôles comiques. Puis là, arrive le film Rafale, où là, je vais dans le dramatique. Et puis j'avais gagné un prix d'interprétation pour ça. Fait que donc, là, pour moi, c'était vraiment spécial. C'est ça, non seulement les souvenirs de ce tournage-là, mais pour moi, là, c'était un moment charnière dans mon métier de comédien. Parce qu'après ça, il est arrivé Au nom du Père et du Fils. Okay. Probablement un peu à cause de ça. Il est arrivé Le Retour aussi après, qui est aussi un personnage plus songé, si tu veux, plus dramatique. Donc, c'est vraiment ce point-là. Au nom du Père et du Fils, c'était la première fois où on m'a demandé de jouer vraiment. Là, je jouais vraiment un pas fin, là. Mais vraiment quelqu'un de vraiment pas fin. Là, dans l'éventail des personnages, c'était le pas fin. Là, mettons que fin, pas fin. Là, j'étais là, alors ça aussi. Ça, c'était un peu tough parce que c'est sûr que là, moi, j'étais quelqu'un... On fait ce métier-là pour se faire aimer. Mais là, si je l'avais bien, ce personnage-là, j'allais me faire haïr, tu sais. C'est un méchant défi de dire, bon, OK, il faut que le monde y maïsse. Ça reste à trace, hein, parce que je prends l'exemple de Pierre Lebeau dans le film là, Saint-Adèle avec Karen Vanasse et Roch Dupuis. Là. Un homme et son péché. Oui, ben, c'est marqué. Là. Lui, je le vois dans les Boys après, puis ça passe pas. Ah oui, c'est ça. Tu vois, Lebeau. Il est tellement très bon que c'est ça. Des fois, tu as des rôles marquants comme ça. Oui. Mais bon, regarde, mais puis au théâtre, moi je fais du théâtre. J'ai été propriétaire d'un théâtre pendant 16 ans. J'ai eu mon propre théâtre à moi pendant 16 ans à Kings et Falls, de 1989 à 2004. On l'a vendu dans Montchelon, puis moi en 2004. Fait que ça a été vraiment une grosse réalisation pour moi aussi, avoir mon propre théâtre. Ben oui, parce que là, tous tes conseils de service à la clientèle. Ah oui, ça vient tout de là. Ah oui? Ça vient tout de là. Tout ça, toute mon expérience en conférence, ce que j'exprime vient de cette aventure-là de théâtre d'été. Puis, ben, je n'ai plus de théâtre d'été, mais j'ai des chums qui produisent. André Robitaille, Mario Provencher, puis eux autres, ben, ils m'engagent. Puis, tu sais, puis moi, je l'engageais André avant au théâtre à Kingsley. Fait que c'est comme un retour d'ascenseur. Ah, c'est le fun, mais là... on apprécie ça quand des gens ont travaillé pour nous, quand tu as une business, puis le monde travaille pour toi, puis que là, tout à coup, c'est toi qui se retrouve agent libre, on va le dire de même, puis que les gens t'engagent. Ça fait chaud au cœur d'être demandé par des gens que tu as déjà fait travailler. Oui, ben oui, ça nourrit la connexion. Ben moi, je vais te le dire, ce matin, j'étais chez la coiffeuse, puis elle dit, bon, tu fais quoi aujourd'hui? Marcel Lemel, elle dit, je l'aime, lui, il est bon. C'est ça, puis la même chose, tous les gens, le pouls que j'ai pris depuis, mettons, un mois, c'est unanime. Il est bon, je l'aime. Tant mieux. C'est 100 là, c'est unanime. J'ai vu qu'il y avait eu des expériences au niveau des colliers noisetiers qui avaient brisé certains liens de confiance avec le public. Moi, j'ouvre la parenthèse, j'ai beaucoup apprécié les colliers noisetiers. J'ai 4 enfants, fait que pousser dedans, j'en ai fait en 34 mois, 4 enfants en 34 mois, fait que quand t'es dindant, il y avait tous leurs petits colliers, puis j'étais merci. Fait que merci. Tu sais, moi, les colliers noisetiers, c'était beaucoup une histoire d'amour avec mon grand-papa. Parce que quand j'étais bébé, moi, je faisais des ulcères dans la bouche. Et grand-père, il me mettait ça dans le cou, les colliers noisetiers. Il savait, lui, déjà, dans les années 50, que ça marchait, ça, tu sais. Puis, donc, quand, en 2001, je commençais à être le porte-parole de ça, moi, c'était un galdeux. C'est un arbuste qui pousse dans le bois, puis ça allait aider le monde. Moi, let's go. J'encourage. Moi, j'en porte, puis ça me fait du bien. Et, mais il est arrivé une polémique en 2011. C'est-tu vrai, c'est des colliers, c'est-tu pas vrai? Si-tu dans une passe pour faire de l'argent, puis faire quoi ça au monde, tu fais de l'argent sur le dos du monde. C'est ça qu'on a sous-entendu me concernant. Mais moi, qu'est-ce que tu veux? Je sais un peu la recherche qui a été faite sur ça. Je sais ce que là-dedans. En tout cas, dans le bois de noisetier, il y a des polyphénols. Les polyphénols, il y en a dans la nature, il y en a dans belles choses. Mais dans le bois de noisetier, apparemment, il y a une concentration de polyphénols. Alors, c'est pour ça que ça a une réaction sur le corps humain. Puis, comment ça se transmet? C'est par sudation. Okay? Donc, ben, ça passe à travers de la peau. Et quand tu transpires, ben, les polyphénols rentrent dans tout de cette façon-là. Fait que c'est comme ça que moi, j'ai bon. Puis, tu sais, je ne suis plus le porte-parole de ça depuis 8 ans maintenant. Ça fait 8 ans que j'annonce plus ça, tu sais.
Il y a certaines personnes, je te dirais qu'il y a un 2 de la population, là, c'est vif, là, quand ils me croisent, là, c'est... Moi, je suis un méchant, là, tu sais. Hey boy, tu sais, c'est un collier en bois. C'est la monte et main, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'était une grosse épreuve pour moi. Une grosse épreuve de, occasionnellement, sentir la méchanceté du monde. Il y a du monde méchant. J'avais vendu mes petites gelées, mes confitures à Saint-Tite, au Festival Western, là, puis j'en ai croisé quelques personnes, là, vraiment, du monde méchant, tu sais. Il me disait, une chance que j'ai pas abusé d'un enfant, une chance que j'ai pas fait quelque chose à des femmes ou quoi que ce soit, parce qu'elle m'a dit de quoi arracher la tête, tu sais. J'étais rien que le porte-parole, le collier en bois. Bon, c'est le fun que tu parles de la méchanceté, là. C'est quoi ton processus pour décanter ou t'immuniser ou ouais, c'est dans le lâcher-prise. C'est que la méchanceté des gens, c'est comme si elle ne m'appartient pas. T'sais, moi, je sais que ce que j'ai fait, c'était bien. Par rapport à ça, c'était bien ce que j'ai fait. Fait que cette méchanceté-là, puis, tu sais, je disais, mettons, là, il y a une personne, une fois qu'elle a été méchante avec moi, puis j'essaie de savoir, je me dis, moi, pourquoi? Puis elle ne voulait pas parler pendant tout. Donc, j'ai dit à cette personne-là, vous avez décidé de me détester, ça vous prenait une raison. Mais avant les colliers, vous ne m'aimiez pas plus, là. T'sais, ça prenait juste une raison pour m'haïr, tu sais. Puis là, tout à coup, nous avons une bonne, tu sais. Mais avant ça, la personne, elle n'a pas trippé plus sur moi. Puis je serais une bonne personne, tu sais, une bonne personne, vraiment, que j'aurais rien, là, de... Elle n'aurait pas fait ça, les colliers de noisetiers, puis ça. Elle m'aimerait pas plus, cette personne-là, tu sais. À un moment donné, tu fais, ben, coup, donc, regarde. Oublier ça. Comment qu'on gère ça, justement, le fait que là, tout le monde vous connaît, ça fait 30, 40 ans, vous êtes dans le métier? 42. 42, ouais. OK. 42 ans. Fait que là, comment qu'on s'habitue, là, pendant 42 ans, on s'en va à l'épicerie, tout le monde vous connaît. Ben là, c'est sûr que dans votre bled, là... Ouais, non, mais ça, moi, je vis bien avec ça. Puis, tu sais, ça fait quand même 8 ans que j'ai pas fait de TV comme tel. J'ai été dans les Simones il n'y a pas longtemps. Oui. Mais, tu sais, j'étais pas à l'écran tout le temps. J'étais au théâtre, mur à mur, mais pas à la télé, tu sais. Ni au cinéma, tout ça. Fait que y a le monde de 20 ans et moins, les autres dans ça là-bas, ils ne savent pas c'est qui. C'est pas grave, tu sais. Le monde de théâtre, à partir de 30 ans, bon oui, tu sais, ouais, on a vu ta face, je fais des quiz, je fais ces choses-là, tu sais, fait que c'est ça. Mais je suis pas désespéré, ça va revenir, tu sais. Pourquoi j'ai été mis de côté depuis 8 ans? D'après moi, c'est à cause des colliers. Mais ça va revenir, ça. Il y a une confiance qui va se réinstaller, puis les gens vont comprendre que probablement, j'ai pas fait une pause d'argent. Je veux que vous sachiez, les bons amis, là, que j'ai pas fait une pause d'argent. Même si tu en aurais fait une, c'est légitime, tu as le droit. Ben, tu as le droit de faire de l'argent dans la vie. Là. Mais moi, c'était pour aider aussi, c'était ça la première affaire. Là, tu sais. Mais ça va revenir, tout ça, tu sais, puis bon, puis j'ai des projets. Oui, mais j'imagine que ta plume, parce que là, tu écris des livres et tout ça, tu n'as pas pensé d'écrire ton propre projet? Ben, en fait, tu vois, là, c'est la web-série sur la forêt, c'est un peu mon projet avec Bruno Lefebvre et André Ambriaco, c'est un peu notre projet à nous, tout ça, mais... Genre t'écrire un rôle là, au cinéma, mettons. Ouais, ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il pourrait arriver quelque chose de cet ordre-là. C'est toujours long, hein, un projet cinématographique, là, à partir du moment que tu as ton idée, puis avant que ça se retrouve à l'écran, il peut passer des 3, 4, 5 ans, c'est pas long. C'est ça, c'est le financement, puis tout ça. Là, je fais du théâtre. Je fais du théâtre mur à mur, puis ça fait 15 ans que je joue dans Ladies Night. Oui. En ce moment, je tourne aussi avec une pièce qui s'appelle Toc Toc. TOC pour trouble obsessionnel compulsif, je fais ça. L'été prochain, je vais être à l'Assomption. Je vais jouer dans une pièce qui s'appelle Souper d'adieu avec Mario Jean et Anne Casabonne. On est juste les trois. Regarde, ça roule, ça roule, ça roule. Regarde. J'ouvre la porte. Il est animateur radio aussi, quand même, polyvalent jusqu'au bout. Ça fait quoi d'avoir le micro, là? Moi, j'adore ça parce que je suis à Radio VM. Radio VM, c'est une radio... qui, quand elle a commencé, était beaucoup axée sur la religion, très religieux, tout ça. Il y a encore un volet très religieux, mais j'ai quand même la carte blanche. C'est-à-dire que je peux... Il n'y a pas de censure me concernant. J'ai des invités qui viennent, qui sont complètement athées, qui l'expriment, qui disent pourquoi. Ça n'a pas de problème, tu sais. Ça s'appelle vivre et laisser vivre, tu sais. Puis j'adore ça. Mon émission s'appelle Passion Marcel. C'est le mercredi
de 11h à midi. Radio-VM, il y a plusieurs antennes à travers le Québec. Montréal, c'est le 91,3, si jamais le cœur vous a dit de venir entendre les gens que j'interviewe, puis parler avec notre cœur. C'est bien important. J'aimerais ça t'ouvrir une porte, si tu as le temps, tu as le goût d'avoir une rubrique magazine. Si ça tente d'être chroniqueur mensuel, je t'ouvre la porte. Ah, ben écoute, je retiens ça. Tu sais que j'ai déjà écrit pendant 5 ans. Dans la Tribune de Sherbrooke. Ouais. J'avais une chronique dans la Tribune de Sherbrooke. Quand j'ai lu ça, je disais, wow, puis j'ai dit ça l'appelle, ça doit y manquer. Puis moi aussi, tu aurais carte blanche, je pourrais faire ce que tu veux, totalement. Ben écoute, regarde, je retiens ça. Mais oui, parce que, tu sais, quand on est super polyvalent, puis en plus, tu sais, tu as une petite ouverture pour le journalistique et tout ça, fait que d'arriver à plonger là-dedans. Ouais. Je t'ouvre la porte, Marcel. Je ne veux pas créer de malaise, là, merci. mais... Non, il n'y a pas de malaise, là. Ça m'est vibré dans le cœur quand j'ai fait une recherche là, sur ton truc à Sherbrooke. Fait que c'est le fun, ça a touché plein des choses. Là, attends un peu. Est-ce que j'ai oublié de toucher quelque chose dans toutes les choses que tu fais? Je pense qu'on... Oui, maître de cérémonie, quand même. Oui, je le fais souvent, ça. Ah, le volet danse. Il a dansé. Il danse, mais dans la pièce de théâtre Ladies Night, mais tu as quand même fait un bout avec Joanne Fontaine. Oui, la belle Joanne. Ça, au Dieu de la danse. Oui, bien, merci. Joanne, on se connaissait depuis l'âge de 16 ans. Ah oui. Puis on s'est connus à une époque où on ne pensait pas d'être des comédiens. Puis après ça, on s'est perdu de vue, puis on s'est retrouvés à la Ligue nationale d'improvisation. Entre autres, quand on a fait la première tournée en 80 en France. Et puis, elle a joué aussi dans le théâtre chez nous en 95, à Kings et Falls, tout ça. Puis, Joanne, c'est une fille qui est très intense, pas sur le même voltage que toi et moi. Mais que j'aimais beaucoup. Puis Joanne, je lui disais souvent, quand je l'ai interviewée à Radio-VM un an avant son décès, puis j'avais dit, Joanne, toi, quand tu as le cancer et tu as choisi, là, il s'est accouché qui tombait, là, hein, elle te l'a aidé, son cancer. Il m'a dit, là, mais quel courage, pareil, cette femme-là, quel courage. Puis tu sais, de vouloir faire l'étude de la danse. Elle voulait montrer que c'était possible, même dans l'état qu'elle était, d'aller jusqu'au bout de son rêve, de son... Quand on l'a fait, là, si vous avez une chance de revoir la première danse, là, on en a fait 2, là, mais la première, là, son costume, là, quand là, elle était devant le monde, avec les éclairages, c'est une petite fille qui avait 4 ans. Elle faisait de la danse en spectacle. Écoute, c'était touchant de l'avoir allée, puis moi, j'étais là pour elle. J'étais à son service. T'étais gentil de l'accompagner. Moi, j'étais là pour elle, tu sais, puis j'étais let's go, Joanne. Ça. Des fois, il fallait que je la ramène. Puis Joanne, elle faisait des fois la danse du bacon à terre, tu sais. C'était intense, là. Fait que, là, je la laissais faire son bacon. Puis là, quand elle finissait son bacon, je disais, OK, Joanne, quand tu as terminé, si tu veux bien, on va juste refaire les pas. Puis là, elle faisait, ah ouais, j'en fais trop, là. Non, non, t'en fais pas trop, mais viens. Ah, regarde. Et aussi, de participer à une des dernières réalisations de quelqu'un en caméra, d'être partie prenante de cette réalisation-là, c'est énorme. C'est un beau cadeau. Ah ouais, c'est énorme, ça, de faire ça pour elle. Ah, c'est une grande beauté et une grande générosité. Ah, bon. Oui, je voulais savoir une petite question par rapport de même. T'es le premier Leboeuf que je connais. OK. Ça fait quoi de porter un nom de famille comme le tien, Marcel? Ça fait longtemps que j'avais le goût de savoir écoute, ça. Vraiment, qu'est-ce que tu veux? Je ne l'ai pas choisi. Ou peut-être que je l'ai choisi avant de venir au monde, mais d'être dans une famille de Leboeuf. Mais moi, regarde, notre ancêtre a tous les Leboeuf au Québec. Que ton Leboeuf, tu l'écrives O-E-U-F, que tu l'écrives E-U-F, notre ancêtre, il s'appelait Jacques Leboeuf. Il est arrivé au Québec en 1663, je crois, dans ce coin-là. Là. Et puis, il est allé d'abord à l'île d'Orléans, mais après ça, très vite, il s'est en allé dans la région de Trois-Rivières. Bécancour, Deschaillons, dans ces coins-là. Okay? La descendance était là. Après ça, il y a des Leboeuf qui sont montés en Abitibi. Tu as des Leboeuf de Valleyfield. Tu as des Leboeuf du bas du fleuve. On n'est pas tant de Leboeuf que ça. T'sais. Mais les Leboeuf, donc, notre origine, c'est là. Puis notre ancêtre, Jacques Leboeuf, est parti de La Rochelle, en France, a embarqué Saint-Thibateau un matin,
Moi, je suis allé à La Rochelle, je suis allé dans le port de La Rochelle, puis encore des espèces de colonnes qui existaient en 1662. Là. C'est mon ancêtre, là, il y a un matin, il a fait OK. Moi, je m'envoie dans une affaire qui s'appelle la Nouvelle-France, mais comme aller sur la planète Mars, comprends-tu? Il embarque là-dessus, puis ça a duré 2-3 mois le voyage. Elle se fait brasser, être malade, bon, oui, donc, d'arriver dans un pays qui a des maringouins, puis de la mouche noire, puis du monde qui ne veulent pas nécessairement que tu sois là, puis des Autochtones, que c'est leur place, puis que tout ça, là, tu sais, tu dis, hé, aïe, il fallait vouloir en rose, tu sais. Mais c'est ça, c'est l'aventure humaine. Puis c'est ça. Puis après ça, ben, du côté aussi, j'ai un frère, moi, qui enseigne, il est à Rouyn-Noranda, puis en philosophie, puis ça. Puis mon frère, pour prénom Guy, puis Guy a fait une recherche aussi sur les origines de la famille Saint-Pierre, parce qu'il y a du Saint-Pierre dans ma famille aussi. Puis, alors là, il a remonté à un grand chef autochtone, écoute, qui lui avait donné une de ses filles à un Français. Les noms m'échappent, là. Mais en tout cas, fait que ça a créé la descendance Saint-Pierre. Il y a une passion, moi, pour l'histoire. On a fait un musée tantôt. Là, on est dans un autre musée. Les musées à Saint-Hilaire ouvrent la porte à Marcel. On dirait qu'il y a une implication culturelle dans Marcel, historique. Il y a beaucoup de passion dans ce Marcel-là. Oui, puis tu sais, moi, quand j'étais jeune, à Lévis, à un moment donné, il y avait un artiste peintre qui s'appelle Louise Carrier, parce que malheureusement, Louise est morte en 1976. Et Louise Carrier, quand elle était jeune, elle peignait beaucoup à partir du visage de ses enfants, de ses fils. Elle a eu 4 gars, je pense. Et puis, mais moi, quand on habitait à Lévis, il y avait Emmanuel puis Jérôme, ses fils. Emmanuel est devenu artiste peintre aussi. Puis, à un moment donné, en 1965, elle demande à mon père, est-ce que Marcel accepterait de poser pour moi? Elle était très mystique dans sa peinture, tout ça. Puis, elle peignait le visage de quelqu'un, puis après ça, ben, elle donnait un nom de saint. Il y avait de ça là-dedans. Alors moi, j'ai passé l'été 65 à Saint-Hyban. Elle m'a d'abord fait au fusain, après ça, elle m'a fait à l'huile, tout ça. Et on est parti d'Lévis en 77. Moi, je n'avais jamais revu cette toile-là. Bon, mais il y a quelques années, j'étais à Lévis, sur la terrasse à Rubéchin, sur une terrasse. Puis là, ben, j'ai dit ça à la personne qui était avec moi, que Louise Carrier a fait une peinture de moi. Puis, quand j'avais 11 ans, puis elle a dit, ah, il y a une dame ici, sa terrasse, quand on a des toiles de Louise Carrier, je vais voir cette dame-là. Elle a dit, ben c'est sûr, c'est moi qui l'ai là. J'ai retrouvé la toile, mon visage qui a inspiré Louise Carrier. Elle a baptisé la toile Saint-François d'Assise. Ah oui? Saint-François d'Assise, il a fait de Compostelle. C'est vrai? Il s'occupe beaucoup des animaux ça aussi. Me fait capoter. C'est le fun, capoter. Hein? Louise, elle est morte en 1976. Elle ne sait pas que le petit Leboeuf, lui, il va faire Compostelle en 2020. C'est ça, 45 ans. Mais écoute, c'est... Et la toile, maintenant, elle est au musée Louise Carrier, à Lévis. Il y a un musée Louise Carrier. Puis moi, cet endroit-là, le musée Louise Carrier, bien, sachez que quand j'étais petit, j'allais là. Puis l'Anglicane, qui est une ancienne église anglicane, qui est devant le musée Louise Carrier, qui est une salle de spectacle maintenant, bien, en 1965, ça, c'était abandonné. Puis moi, j'ai joué au cow-boy là-dedans. Fait que moi, là, quand j'ai donné ma première conférence, en 2001, dans le musée, dans l'Anglicane, la salle de spectacle, c'était bien émouvant pour moi. Ah oui, hein. Parce que moi, quand j'étais petit, jamais que je pensais qu'un jour, je serais dans cette salle-là, la même salle, à m'adresser à du monde, pour parler d'expérience de vie. Puis de ta passion, tu sais, c'est ça. Parler de mes passions, puis tout. Moi, je veux faire un petit cadeau de remerciement d'avoir été avec nous. Il y a un chapitre sur René Lévesque et Jacques Parizeau. C'est des entrevues avec des vedettes décédées que j'ai faites. Ah! C'est pas un livre édité, mais c'est de l'auto-édition. Wow! Fait que vu, merci beaucoup, il a joué dans René Lévesque, justement, alors je me suis dit que c'est le fun d'avoir des nouvelles après, justement. Ah, mais merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Bien gentil. Marcel.ca, là, c'est ça, c'est pour ça que je dis, il met pas son nom de famille dans son site Internet, fait que c'est pour ça que j'ai posé la question. Mais Marcel.ca, c'est livre, DVD, théâtre. Ton calendrier n'est pas à jour, par exemple, tu as des choses de 2016. Ouais, faut s'ajuster. C'est ça, fait que je t'aurais posé. Je suis débordé. Bien, ça prend l'équipe. Hein? Mais sur Instagram, si vous venez, sur Messenger aussi, Marcel Leboeuf, 54. Là, je suis plus à jour là-dedans. Je te souhaite sincèrement que
tes prochaines années, des décennies de vie soient à la hauteur de tes aspirations magnifiques et grandioses. Continue d'illuminer la conscience sur Terre. Je vais le prendre dans mes mots à moi, là, parce que c'est exactement ce qu'il fait. C'est beau, déploie-toi, continue. Je te souhaite sincèrement de t'actualiser à fond encore plus, puis de continuer à transmettre cette générosité-là à travers les cultures, le Québec. Et, bravo, c'est magnifique tout ce que tu réalises, Marcel. J'ai beaucoup d'admiration. Merci, Julie. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Merci. Marcel est parti vite, il est occupé, il fallait qu'il aille faire son sucre d'érable, mais j'ai un cadeau. J'ai un produit de petites perles et de Frontenac gris, hein, je l'ai. Puis, c'est le fun, hein? J'ai une belle dédicace de son livre qu'il m'a offert. C'est merveilleux, c'est magnifique. C'est pour ça que je voulais juste vous le dire.